j'ai eu droit à des dernières paroles avant de prendre le micro comme ça, où Insaf me dit « je m'étais fait belle pour toi ». Mais je crois qu'elle s'était fait belle pour nous tous, en fait, pour ceux qui vont suivre cet épisode sur YouTube. Et tout droit, je t'ai pas précisé qu'il faut vraiment mettre le micro au plus proche de toi. Comme ça, on n'a pas d'écho pour nous. Je suis ravi de te recevoir, Insaf, pour ce podcast qui est un sujet qui me passionne pour plein de raisons. On va parler de gagner plus plutôt que d'investissement. Aujourd'hui, c'est un peu différent comme approche, mais c'est somme toute assez fondamental, puisque pour bien investir, il faut quand même avoir un peu d'argent. Tout le monde n'a pas de l'argent qui tombe du ciel ou de la famille, et ça n'a pas été mon cas en tout cas. Et alors voilà, on va pas forcément parler de gagner plus en entreprenant, etc. Mais aujourd'hui, principalement de salaire, quoi. Alors, on va essayer d'impliquer des indépendants. Peut-être qu'on aura le temps de parler aussi un peu de dirigeants et d'entrepreneurs. Mais voilà, l'idée aujourd'hui avec toi, c'est de parler des revenus principalement et comment les optimiser, comment avoir plus, comment négocier plus. Voilà, on va reposer toutes ces bases-là, Insaf. Mais avant ça, je voudrais qu'on pose au moins la légitimité que tu as sur le sujet. Toi, tu es experte, coach, avocate, mais plus avocate puisque tu as, on dit quoi, rendu la robe, raccroché. Ouais, t'as rendu la robe, t'as raccroché la robe. Raccroché la robe, donc voilà, tu es désormais juriste et directrice juridique d'une banque crédit. Unicredit, voilà, une belle banque. Et puis tu es aussi podcasteuse, tout un tas de sujets. Alors si vous connaissez pas le podcast Ma Juste Valeur, voilà, c'est le podcast sur la négo et l'argent des femmes. Voilà, donc foncez dessus. Mais je pense qu'on peut s'y abonner même si on est un homme, non ? Absolument. Ouais, ça fonctionne ? Absolument, ça fonctionne pour tout le monde. Après, évidemment, moi, mon sujet, c'est vraiment libérer les femmes de toute cette charge émotionnelle qu'elles ont à travers l'argent. Mais effectivement, en réalité, quand tu regardes, donc c'est très anglais sur les tranches de vie des femmes, les chapitres de vie des femmes. Mais évidemment, ça parle aussi aux hommes parce que négocier son salaire ou mettre en place une politique tarifaire, quand on est indépendant ou entrepreneur, c'est unisexe. C'est vrai, c'est vrai. Et ça transcende les genres en réalité. Il y a des biais probablement culturels là-dessus. En effet, on dit souvent que, tu vois, quand un job s'ouvre, une femme va dire je suis pas légitime, alors qu'un homme qui n'est pas légitime, une femme légitime va dire qu'elle ne l'est pas, un homme qui ne l'est pas va dire qu'il l'est tout de suite. On va peut-être reparler un peu de tout ça. T'as accompagné comment ça se passe ? T'accompagnes des personnes en one-to-one, c'est ça, toi ? Alors moi, j'ai débuté il y a plus de 10 ans avec des ateliers de négociation de rémunération. Je vais rapprocher. Tu peux rapprocher. Avec des ateliers de négociation de rémunération, et j'ai fait le tour de France de la négociation de rémunération, le tour du monde ensuite de la négociation de rémunération. Et fin 2019, avant de lancer le podcast, j'ai fait les comptes et je me suis aperçue que j'avais formé plus de 5000 femmes à la négociation de rémunération. C'est beaucoup quand on le pose comme ça, comme chiffre, mais en réalité, quand je vois tout le temps, l'énergie et l'argent que j'ai mis dans ce projet-là qui me tenait beaucoup à cœur, c'était pas suffisant. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée du podcast, qui est quand même plus diffus. Et voilà, il suffit juste une connexion Internet et des écouteurs pour pouvoir avoir les conseils pour négocier ton salaire. Il faudrait que tu leur demandes en fait 3 € par mois sur leur salaire aux 5000 femmes, et puis tu serais pas mal finalement. 3-4 €, tu vois, ça leur coûterait pas grand chose. Exactement. Mais si elles pouvaient te contacter pour 3-4 € et que tu avais 5000 femmes qui te contactaient tout le temps, tu serais un peu pas très bien placé. Mais... du coup, j'ai fait cette réflexion aussi parce que je suis également chef d'entreprise, puisque Ma Juste Valeur, c'est aussi une entreprise qui est de formation qui a été créée dans la prolongation du podcast. Ça va pour le micro ? Oui, c'est très bien. Tu sais, je coupe pas, donc tout ce qu'on dit va être dedans. Donc, très bien alors. Je voulais juste m'assurer que tu m'entendais bien et que ça allait. Je t'entends très bien et tout le monde t'entend très bien. Et du coup, j'ai créé une entreprise dans la prolongation, dans le prolongement du podcast. Ouais. Et donc, j'ai mis en place des formations que les gens peuvent acheter pour apprendre et se former sur le sujet, comment négocier sa rémunération, comment demander une augmentation, donc renégocier sa rémunération, comment mettre en place une politique tarifaire pour les indépendants et les indépendantes. J'ai des guides sur la négociation de rémunération, mais j'ai aussi écrit récemment un bouquin avec Héloïse Boll, que tu connais très bien. Que j'adore, oui. Et que j'embrasse et que je salue, qui s'appelle Haute Une citoyenne. Donc j'ai aussi écrit ce bouquin-là avec elle et qui a pour objectif d'apprendre aux gens à négocier. C'est un manuel pratique qui t'apprend à négocier tes salaires ou tes tarifs, mais également comment mettre en place un budget, comment épargner, comment investir. Et donc,
évidemment, quand tu es chef d'entreprise, tu as cette réflexion de te dire comment je monétise mes compétences. Et je l'apprends aux autres, donc c'est important que je le mette en pratique pour moi également. Et donc, je l'ai mis en pratique en mettant en place ces formations-là. Du coup, tu as le plus gros salaire de Unicredit, en fait, c'est ça? Non, mais je peux te dire que j'ai un très bon salaire et je suis mon premier cobaye et je peux te dire que ma méthode marche parce qu'au-delà des preuves que j'ai moi-même, j'ai augmenté mon salaire de 300% depuis mon entrée sur le marché du travail à aujourd'hui. J'ai eu 2 congés maternité en 4 ans et sur les 2 congés maternité, j'ai eu des augmentations. Donc là, je rentre de congé maternité bientôt et j'ai eu une augmentation alors que j'étais en congé maternité. Donc ça prouve que c'est possible en fait. Non mais c'est complètement possible. Et on va décrire tout ça si tu veux bien. On va essayer de faire 3 parties donc sur tout ça, une partie un peu salariale, une partie un peu indépendante et peut-être une partie si on y arrive à la fin sur des dirigeants parce que eux c'est très lié vraiment à ce qu'il y a dans l'entreprise, enfin au cash généré en général. Une entreprise déficitaire c'est difficile de s'augmenter. Bon c'est aussi difficile d'augmenter tes salariés à la fois. Mais ça, c'est un préalable d'ailleurs intéressant à comprendre. Alors moi, j'ai pas mal travaillé sur le sujet parce que je te disais que j'avais bossé avec Lina j'avais à m'en vouloir, Belmadani, sur la moisson. Mm-hmm. On a créé aussi des sessions de coaching en ligne, la récolte, on a fait pas mal de choses. Et en réfléchissant à tout ça, bon, il y a un préalable quand même qui est assez important. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. C'est quand même de pas être une chèvre, quoi. C'est-à-dire que si t'es mauvais dans ton travail, que t'es pas au bon endroit, qu'en plus t'es malheureux et triste, bon, ta négociation salariale, elle commence mal, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, le vrai sujet, c'est de se dire... Sachant que je pense qu'on n'est jamais trop fondamentalement mauvais, hein, d'ailleurs. C'est juste qu'on n'est pas au bon endroit, souvent, mais bon. La question que tu soulèves par ta question, qui est hyper intéressante, c'est est-ce que l'argent règle tous les problèmes ? Non. Bien sûr que oui. Non, je dis des conneries. Je le pense fondamentalement pas. Oui, c'était... Si t'es malheureux dans ton job, t'aimes pas ce que tu fais, que tous les jours t'arrives avec la boule au ventre, évidemment, peut-être que tu vas faire ce raccourci dans ta tête en te disant si j'ai une augmente, si je passe de 50 à 60, je vais être super heureux, je vais être motivé. C'est scientifiquement prouvé que c'est faux. Hein, ça, oui. Absolument, c'est faux. Parce qu'en fait, si tu veux, tu caches le véritable problème. Le véritable problème, c'est pas l'argent. Le véritable problème, c'est peut-être te former pour pouvoir accéder à un niveau de poste qui te permettra d'être épanoui et de gagner plus d'argent. Si par exemple, tu es assistante et que tu veux devenir manager et que tu as juste un bac et qu'il te faut un bac plus 4 pour accéder au niveau de poste que tu souhaites accéder avec l'épanouissement et l'argent, il faudra passer par cette formation-là. Donc tu peux essayer autant que tu veux d'obtenir une augmentation, mais si c'est pas ce que tu veux profondément et intrinsèquement, ça sera juste mettre une couverture sur le véritable problème. C'est pour ça, moi, je dis toujours, la négociation, elle est fondée sur 3 piliers. Qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je veux ? C'est-à-dire dans quelle tranche de vie je me situe ? Et après, comment je le demande pour l'obtenir ? Et là, on est clairement dans le qu'est-ce que je veux. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as installé, on va rentrer un peu là-dedans. Qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je veux ? Et comment c'est que les personnes que j'ai rencontrées, moi, sur ce run de la moisson, souvent, qui étaient aussi souvent des femmes, enfin bon, là, ça fonctionne dans les 2 cas, c'était souvent un peu une sorte de truc immédiat. C'est-à-dire, tu vois, quand t'arrives, c'est un peu comme, je te parlais d'Alvo, notre marketplace pour acheter et vendre des entreprises. Souvent, quand tu veux vendre ton entreprise, c'est potentiellement pas un peu trop tard, mais tu vois, il faut le prévoir bien à l'avance. Et une augmentation... En fait, j'ai vu beaucoup de gens qui arrivaient un peu, tu les sentais rongés de l'intérieur. Je suis pas payé à ma juste valeur. Je veux, voilà, et ils voulaient faire une négociation pour augmenter leur salaire demain. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Et en fait, nous, ce qu'on essayait de dire, c'est attends, prends ton temps. Déjà, alors, t'as tous ces objectifs à poser, mais ne serait-ce que dans la perception externe, quelqu'un qui est dans cette situation. Qui va approcher son boss, parce que c'est souvent avec ton boss que tu vas négocier ça, en étant rongé de l'intérieur, maussade, etc. Le boss, enfin moi je suis souvent de l'autre côté. Tu te dis mais j'ai pas très envie de l'augmenter. Enfin tu vois, c'est pas, il y a une situation, un contexte dans lequel tu dois te mettre. Toi, quand t'es boss en face, tu dois regarder la personne et te dire
j'ai pas le choix en fait. Je suis collé, évidemment, je vais l'augmenter. Tu vois, ça c'est la meilleure négo. Tu vois, c'est quand t'es en face et que t'as quelqu'un qui est en pleine forme, épanoui, qui s'est métamorphosé depuis 3 mois, qui tout le monde aime, que machin, qui arrive au bureau comme une fleur le matin et qui est performant. Bon ben, à un moment tu dis bah oui, je veux continuer avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui est bien dans mon entourage et en plus performant et puis en plus etc. Je me trompe? En fait, tu touches un point important. Non, tu te trompes absolument pas. Tu touches un point qui est très important, qui est celui de la perception de la valeur d'une personne, d'un de tes employés. En général, et tu as raison, les personnes qui s'intéressent à la négociation de rémunération et comment augmenter leurs revenus, en général, à partir du moment où ils vont voir leur boss, c'est déjà trop tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 1 an, ou peut-être 2 ans avant, ça fait 2 ans qu'ils ruminent le truc. Ça fait 2 ans qu'ils se disent mais je suis pas perçu à ma juste valeur. Je suis pas reconnu justement. La contribution, la quote-part de ma contribution à cette entreprise et la quote-part de mon travail qui permet à cette entreprise de générer de l'argent n'est pas reconnue justement. Et donc si tu veux, au lieu d'essayer de poser les choses à ce moment-là et d'essayer de voir de quelle manière ils peuvent discuter, ouvrir une discussion, comment discuter, c'est comment demander pour obtenir. Quand tu parles à ton boss, tu parles le langage de l'entreprise. Tu parles pas à ton pote. Il faut pas partir sur des choses émotionnelles. On y reviendra. Il va pas te faire une augmente parce que t'es sympa en fait. Mais même si le côté sympa est important. Mais absolument. Le côté sympa est important évidemment. On préfère, de manière générale, un employeur, préfère travailler avec quelqu'un qui l'apprécie humainement. Mais voilà, c'est comment je demande pour obtenir. Donc, si tu attends autant, c'est que tu as émotionnalisé le truc. Et en fait, c'est plus une question d'argent. C'est une question de perception de valeur et de comment toi, tu perçois ta valeur intrinsèque. Et ça fait peut-être 2 ans, 6 mois, 1 an que tu dis, je suis une merde, il me prend pour une merde, il se fout de ma gueule, c'est pas normal, etc. Et donc, tu rumines, tu te montes le bourrichon comme une cocotte minute et t'arrives du jour au lendemain, tu tapes à la porte de ton boss et tu dis, ouais, maintenant, tu me donnes une augmentation, ça fait 2 ans que je t'ai fait ci, et puis je viens d'avoir un enfant, et puis moi aussi, il faut que je déménage. Et le mec en face de toi te dit, mais en quoi ça me concerne ? Je t'ai payé pour un service pour pouvoir augmenter les revenus de mon entreprise. Est-ce que ta contribution est équilibrée par rapport à ta rétribution ? Oui, stop. Si t'es ménage, mon pote, et si, oui, elle est déséquilibrée en ta défaveur, là, on discute. Mais c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça que j'ai créé ma juste valeur. C'est parce que ce sujet d'argent est trop émotionnalisé et qu'il faut le décorréler de ta valeur intrinsèque, de la valeur de tes compétences, de ton expertise, de ton expérience, qui fait en sorte que tout ça, tout ce package-là apporte de l'argent à ton employeur. C'est important de voir l'autre côté. Hein. C'est très important ce que tu dis. Moi, ce que tu racontes là, ça nous est arrivé dans une de nos entreprises récemment avec quelqu'un qu'on aime bien, mais en fait, tu vois, il y a un deal d'origine, tu as un salaire, tu fais ton job, tu veux avoir un salaire plus gros. Bon, alors il y a des effets d'inflation et des choses comme ça. Fine, tu vois, tu peux avoir des petites augmentations, mais tu vas avoir une très grosse augmente de 15-20%. En fait, sors de ce deal, montre-moi que tu es exceptionnel, que tu fais beaucoup plus. Et oui, je vais te donner. Et nous, en fait, on avait en face quelqu'un qui était exactement dans la situation comme ça, que tu viens de décrire, dans laquelle, enfin, plus souvent, tu ressens de l'autre côté des forces extérieures. Alors ça, je pense que tu dois les sentir aussi, conjoint, père, mère, pote, cousin, je sais pas quoi, qui te montre le bourrichon, et toi, t'es en face, tu dis, mais calme-toi, quoi. C'est aussi le sujet de la comparaison, Mathieu. Très souvent, les gens... c'est l'être humain qui est comme ça, tu te compares à ton voisin de bureau. Tu te dis, mais attends, lui, il gagne 10K de plus que moi. Pourquoi est-ce qu'il gagne 10K de plus que moi ? Ça peut être parce que lui, il est plus apprécié, etc., etc., etc. Donc, tu pars sur des postulats qui sont personnels, émotionnels. Et moi, ce que j'apprends justement dans ma méthode, c'est tu oublies tout ça. Pose ta contribution. Tu as été embauché pour faire quoi ? A, B, C. OK. Est-ce que dans le courant des années, tu as augmenté le périmètre de ton activité, de tes missions ? Est-ce que de A, B, C, pour lesquels le deal de départ a été scellé et pour lequel toi, tu rémunères ton employé, est-ce que de A à B, C, tu es passé de A, B, C, D, E, F ? Si tu es passé de A, B, C à A, B, C, D, E, F et que tu arrives voir Mathieu, ton boss, et tu dis, voilà Mathieu, le deal de départ, c'était ABC. Aujourd'hui, il apparaît que je fais A, B, C, D, E, F. D, E, F, pour l'instant, c'est des compétences que je mets à tes dispositions pour lesquelles tu ne me rémunères pas. J'aimerais rééquilibrer ma rémunération pour que ma rémunération prenne en compte tout le champ et le périmètre de mes missions. Qu'est-ce que tu en penses ? Là, toi,
T'es cool. Tu dis, bah oui, INSAF, t'as raison. Effectivement, pendant 1 an, tu as fait ça pour lequel t'étais pas rémunéré. Ta contribution est très importante pour mon entreprise parce qu'elle me permet de générer de l'argent. Donc oui, on se met d'accord sur une augmentation. Et là, après, c'est une autre discussion. Mais juste pour revenir sur la question de l'augmentation de rémunération, c'est un sujet qui est encore plus tendu. Parce que comme tu l'as dit, c'est un deal de départ. On s'est mis d'accord, on s'est tapé dans la main. Tu as dit oui au départ pour 10. Donc si tu veux obtenir 15, 20 ou 30, il faut que tu prouves que le deal de départ ne tient plus parce que des éléments extérieurs sont intervenus. C'est pas parce que tu as eu un enfant, tu as changé d'appartement, etc. C'est pas des sujets personnels. Parce que si tu mets en place des sujets personnels dans ta discussion avec ton employeur, tu te décrédibilises. Même si, à la base, tu es méritant. Tout à fait. Et tu te décrédibilises et en fait, il faut se rendre compte de l'autre côté que ces sujets personnels n'augmentent pas la valeur de l'entreprise. Et donc, le deal, quand même, si tu post-rationalises tout ça, c'est est-ce que moi, j'augmente mon chiffre d'affaires ? Si quelqu'un me permet d'augmenter mon chiffre d'affaires, de baisser mes charges, d'économiser beaucoup d'argent ou d'aller plus vite sur plein de choses, ben oui, en fait... le deal tient. Est-ce que tu es indispensable dans ta société ? Et après, il y a des éléments exogènes, si je puis me permettre, qui sont le marché aussi. C'est-à-dire que si un marché est tendu et que tout le monde peut t'employer, ce qui était le cas, ou ce qui est encore un peu le cas dans beaucoup d'univers en France au moins, enfin dans le monde d'ailleurs, de plus en plus, tu peux pas te passer de certaines personnes. Donc là, en ce moment, il y a une force plutôt du côté des salariés que des employeurs. Si je dois reprendre tout ça depuis le début, parce que là, on est déjà bien parti dans l'épisode, par quoi on commence ? Quand on se dit, je suis suffisamment sûr de moi, je peux évidemment contacter INSAF et puis me dire, j'ai besoin que tu m'aides, que je sois un homme ou une femme d'ailleurs. Mais si j'ai envie de le faire tout seul, par quoi je commence ? Quelles sont les étapes ? Est-ce que tu peux tout me décrire, s'il te plaît ? Bien sûr. Il y a 3 étapes qui sont très importantes. Le premier, c'est 1, combien je vaux. 2, combien je veux. 3, comment je le demande pour l'obtenir. Déjà, dans un premier temps, avant de commencer dans ces étapes, je pense qu'il est hyper important de rappeler un préalable. La négociation, c'est pas l'art de celui qui va filouter le plus. C'est pas l'art de celui qui va entuber plus l'autre. C'est pas du tout ça. Si tu pars avec ce postulat-là, tu es déjà perdant. Si vous rentrez là-dedans, que vous voulez le faire seul, je vous recommande un épisode que j'ai fait sur Génération Edit Yourself avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Combalbert. Tu connais Laurent ou pas ? Non. C'est l'ancien négociateur en chef du RAID. Lui me parle d'un objectif commun partagé. Lui, sa manière de négocier, c'est les OCP. C'est une super manière de négocier. J'ai utilisé sa méthode plusieurs fois. Objectif commun partagé. T'es pas là pour bip l'autre. Voilà, on est d'accord. J'ai pas osé le dire, mais je le pensais très fort. Je l'ai pas dit, tu vois, j'ai mis un bip moi-même. M'auto-bip. En fait, c'est exactement ça. Après, effectivement, quand tu es négociateur pour le RAID, tu as d'autres enjeux et du coup, il y a des principes communs, il y a un tronc commun que tu peux appliquer à la négociation de rémunération, la négociation de salaire ou tarif, mais il y a quand même des spécificités, d'accord ? Qui sont séparés. Mais effectivement, le tronc commun, c'est les objectifs communs qui sont partagés. Quand tu commences à négocier, l'idée, c'est de te dire, OK, moi, INSAF, je pars d'un point A. Toi, Mathieu, qui est mon recruteur ou mon futur employeur ou mon actuel employeur, tu pars d'un point B. L'idée, c'est de se dire comment tous les deux, on se rejoint à mi-chemin, tout en étant tous les deux gagnants-gagnants. C'est pas celui qui va avoir plus de pouvoir, c'est pas une relation de pouvoir, c'est pas qui va plus tordre le bras à l'autre, qui va plus imposer le rapport de force à l'autre, non. C'est comment on entre tous les deux dans une relation de collaboration. On collabore pour travailler ensemble, c'est l'objectif commun partagé, mais en respectant tes intérêts, toi Mathieu, et mes intérêts, moi INSAF. Ça, c'est le préalable de départ. Maintenant, une fois que tu t'es sûr de ça et que tu pars avec ce préalable, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que je vaux ? Je suis désolée, mais si un boulanger me met une baguette de pain à 10 €, ça va être un petit peu compliqué. Ce que je veux dire ici, c'est que dans n'importe quel marché, le marché de la baguette de pain, de l'or, des bagues, de la coiffure, etc., il y a des produits qui sont valorisés à une certaine hauteur. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que le prix de la baguette de pain, il peut aller de 80 centimes d'euros chez Franprix jusqu'à, on va dire, 1,80 € chez le meilleur ouvrier de France de je ne sais pas où. Dans le 16e. Exactement. Donc l'idée, c'est de te dire, toi, avec ton set de compétences, d'expertise et d'expérience, combien ce set-là est valorisé sur le marché du travail. Tu détermines ta valeur. De la même manière que si tu vends ton appartement, tu vas pas le vendre au doigt mouillé. Et il y a une chose très importante à comprendre,
merci, c'est très clair. Une chose très importante à comprendre, c'est qu'il y a des métiers qui se décorrèlent, c'est-à-dire du temps. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, la valeur, c'est du temps. C'est-à-dire que tu fais un 35 heures, il y en a qui font beaucoup plus dans d'autres univers, mais tes 35 heures, en fait, si tu vends des baguettes, il y a un nombre maximum de baguettes que tu peux vendre, tu vois. Et puis en plus, il y a des moments où il y a du monde, des moments où il n'y a pas de monde, etc. Donc c'est assez clair, tu vois ce que je veux dire, c'est ton temps. Il y a d'autres métiers dans lesquels tu vas vendre plus tes compétences, mais qui peuvent parfois être, on va dire, je cherche le terme exponentiel en termes de revenus. C'est-à-dire, je m'exprime, toi, t'es familier avec le métier d'avocat, t'es avocat d'affaires, tu gagnes un procès, tu perds un procès, si tu fais bien ton job, tu peux faire gagner à un de tes clients, moi dans du conseil de temps en temps, en passant 20 minutes avec quelqu'un, je peux le convaincre de pas investir dans quelque chose dans lequel il allait mettre 4 millions d'euros et de lui expliquer pourquoi il va perdre ces 4 millions d'euros. Bon ben, un conseil comme ça peut valoir 40 000 euros en fait, tu vois, de 10 minutes, d'une demi-heure, parce que c'est mon expérience sur 15, 20 ans, etc. Et donc il y a des métiers sur lesquels tu es un peu exponentiel et voilà, et sur d'autres sur lesquels de toute façon ta marge de négo est limitée. C'est hyper intéressant, encore une fois, de discuter avec toi, Mathieu, parce que tu touches vraiment les sujets importants. Là, tu parles de la perception de la valeur de quelqu'un par rapport à la plus-value qu'il va apporter dans une situation donnée. Par exemple, toi, Mathieu, on sait très bien que voilà, tu es un super entrepreneur, tu as beaucoup d'expérience, etc. Si moi, aujourd'hui, INSAF, je te dis, Mathieu, j'ai une boîte que je lance, j'aimerais avoir 1 heure de consulting avec toi pour que tu m'aides un peu à défricher tout ça. Toi, en 1 heure, tu vas me faire gagner peut-être 10 ans. Donc, si tu me dis, INSAF, mon heure, elle a 1 500 €, tu les vaux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Maintenant, peut-être sur la manicure, peut-être que tu t'entraînes sur ta petite fille, hein, peut-être que tu t'amuses avec elle et tu plutôt lui l'inverse, en l'occurrence. Ou l'inverse. Mais voilà. Évidemment, si je te dis « Salut Mathieu, aujourd'hui, il faut que je me refasse les ongles, tu veux bien me faire les ongles ?» Tu vas me dire « Bon, INSAF, je te fais payer 1 € de l'heure parce qu'en fait, je suis pas très bon. » L'idée, c'est quelle est ta valeur et quelle est ta plus-value, en fait, sur une situation donnée. Et c'est ça qui est très important, notamment pour les indépendants qui galèrent à mettre en place une politique tarifaire ou se dire combien je facture ci, combien je facture ça. Et qui tombent dans l'écueil de se dire bon, en fait, moi, je veux des clients, je viens de me lancer, j'ai pas trop confiance en moi, donc je vais tirer mes prix vers le bas. Ouais, mais en fait, tu poses pas une politique tarifaire en fonction de ton niveau de confiance en toi. Non, jamais. Tu le fais en fonction de ton niveau de compétence. Quelle est ta compétence et est-ce qu'elle est clé à un moment donné ? Si elle est clé, tu peux te faire payer des milliards pour 1 euro, pour 1 minute. Donc, combien je vaux ? Il faut... Surtout mes compétences, en fait. Ouais, tes compétences. Mais il faut juste, après, se resituer là-dedans, dans ce game, si je puis me permettre. Tu vois, si t'es la boulangère, ou derrière le comptoir, à un moment, il faut juste te dire, il faut que je devienne... le boss de la boulangerie, parce que là, je pourrais peut-être avoir plus d'input, en ouvrir une deuxième, vraiment avoir un impact beaucoup plus large, quoi. Parce que sinon, il y a quand même beaucoup de métiers où en fait, ta rémunération, elle est à peu près calculée, quoi. Tu vois que tu peux pas... elle est plafonnée. Elle est plafonnée. Tu peux faire autant que tu veux, tu peux être le meilleur négociateur de la Terre. Si t'es caissière, t'es caissière. Hein. Tu pourras devenir chef des caissières. Mais tu pourras pas devenir chef tu pourras pas avoir la rémunération du chef du magasin. Okay. C'est très intéressant ce que tu dis. Ce que tu dis là, en fait, si je le traduis, c'est en fonction du job que tu occupes dans une entreprise et de la place que tu occupes dans une entreprise, ta contribution a plus ou moins d'impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et tu es rémunéré en conséquence. C'est pour ça que les commerciaux, ils ont des commissions. C'est parce qu'un commercial, quand il te rapporte du business, il génère de l'argent pour l'entreprise et donc c'est normal que tu le rémunères pour la contribution et pour le fait qu'il t'ait apporté du business. C'est aussi le job des apporteurs d'affaires, par exemple. Mais effectivement, si tu es le mec à l'accueil qui dit bonjour, 2e étage, bonjour, 3e étage, en fait, oui, tu es important dans la grande machine, mais tu n'es pas aussi important que le commercial, donc ta rémunération sera la même. Je fais un petit aparté pour imager ça. Tu as un jeu d'échecs. Ton cavalier n'a pas la même valeur que ton pion. Et donc, la rémunération du cavalier, de la reine, du fou, sera différente que la rémunération du pion. Si toi, tu as actuellement un pion, parce que c'est pas grave, moi aussi, j'ai été un pion, hein, on a tous été un pion dans notre vie, et c'est cool, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais que j'ai envie de devenir la reine ou le cavalier,
mets en place les étapes pour que tu puisses avoir occupé cette place-là et être rémunéré en conséquence. C'est là où on vient sur ce que tu veux, parce que là on parlait de ce que tu vaux. Comment je sais ce que je vaux avant d'aller sur ce que tu veux? Il faut déterminer ta valeur sur le marché. Ta valeur sur le marché, c'est comme quand tu mets en place le prix de vente d'un appartement. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus parlant pour tout le monde. Tu le fais pas au doigt mouillé. T'attends pas qu'un acheteur arrive et dise Mathieu, toi ton appart, moi je te donne 100. Quelqu'un arrive et dit moi je te donne 150. Non, ça se passe pas comme ça. Et ça ne s'est jamais passé comme ça dans n'importe quel marché. Il y a que sur le marché du travail où on est conditionné et abandonné notre pouvoir sur ces sujets-là. Et ça, c'est très important. Tes compétences, ton expertise, ton expérience ont une valeur sur le marché du travail. Et c'est ton job d'aller les découvrir. Évidemment, l'école ne nous apprend pas ça. C'est vrai, on nous apprend un métier, on nous apprend pas à gagner notre vie. Et c'est le vrai problème de l'école. Mais ça, c'est un autre débat. Toi, donc, maintenant que tu as identifié ce problème-là, c'est ton job d'aller découvrir ta juste valeur. Comment tu le fais? J'ai mis en place une méthode qui s'appelle la méthode du faisceau d'indices, qui est en 3 étapes. Je le fais très rapidement ici, mais tout est disponible sur mon site, sur mes podcasts et sur tout mon travail. C'est ça. La méthode du faisceau d'indices, c'est que tu vas... Parce que le problème du marché du travail, c'est que c'est pas un endroit où tout le monde se rencontre et dit « salut, moi c'est 10 »,« salut, moi je te propose 5 ». Non, c'est un endroit où il y a un maquis d'informations qui sont très compliquées à déchiffrer. Donc, pour déchiffrer tout ça, tu googlises ton intitulé de poste, juriste d'entreprise. Bon, salaire, juriste d'entreprise, 3 ans d'expérience. Là, Google te dit un salaire, c'est entre 35 et 40. Ok, ou 35 et 55. Ok, première étape, tu as déjà un début. Tu commences pas de rien. Deuxième étape, tu affines. Comment tu affines? Tu appelles les gens qui font le même métier que toi. Mais tu n'appelles pas quelqu'un qui travaille en tant que juriste d'entreprise qui a 8 ans d'expérience sur Paris alors que tu habites dans la Creuse et que tu n'en as que 2. Voilà, tu t'appelles des gens qui sont sur le même statut que toi, niveau que toi. Tu leur demandes, tu poses des questions. Tu vas regarder les études de recrutement. Voilà, tu affines un peu tout ça. Donc, de 35 à 55, tu passes peut-être de 35 à 45. Troisième étape, tu affines encore plus. Et comment tu affines encore plus pour avoir vraiment une fourchette la plus accurate, précise, merci. Tu passes des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu. Tu interroges le marché du travail. Tu postules. T'es pas obligé de postuler et faire tout le truc qui est très chronophage. Tu prends ton téléphone. Bonjour, cabinet de recrutement X. J'ai vu que vous aviez publié cette annonce. Je suis en train de préparer ma candidature. Un élément manque, la rémunération proposée. La rémunération proposée est de X. Évidemment, tu vas me dire, INSAF, il y a plein de cabinets de recrutement qui ne veulent pas donner l'info. Mais on s'en fiche. Sur 10 cabinets de recrutement, tu auras peut-être 3 qui vont te donner l'info. Tu as l'info. Ouais. Donc, tu fais les 10 cabinets de recrutement et là, tu sauras que... On parle d'une demi-heure, 1 heure de travail. Exactement. Mais vraiment, tout ce travail-là, max, c'est 2 heures. Et après, je pense que c'était la question que j'allais poser, mais comme dans les appartes, tu parlais d'immobilier, aller visiter des trucs en permanence, c'est quand même pas forcément idiot, quoi. Te dire finalement 2 fois par an ou 1 fois par an, je vais quand même passer des entretiens ailleurs pour aller regarder ce qu'on me propose et ce que je vaux, et puis voilà, ça te met aussi dans un état d'esprit, potentiellement voir que tu es désirable, voir ce que tu vaux, c'est intéressant. Alors j'espère que tout le monde n'écoutera pas chez Cosa Vostra ce que je suis en train de dire. Non, mais à la fois, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis ravi de payer ceux qui viennent ici à leur juste valeur. Et puis, s'ils trouvent plus cher, mieux payé ailleurs, c'est OK. Il faut préciser une chose. Là, je parle pas que pour les employés de Cosa Vostra, mais l'expérience m'a montré pour moi et pour d'autres que c'est pas parce que tu es mieux payé ailleurs que tu seras plus heureux. Il faut bien y penser aussi parce que la notion de bonheur dans le travail, elle est très importante. Et ça, c'est exactement la question du « qu'est-ce que je veux ?» Alors, on y arrive. On y arrive. Le « qu'est-ce que je veux ?» Quand tu mets un appartement en vente... T'as vu la transition ou pas? Génial, mais attends. Ton expertise n'est plus à démontrer, Mathieu. Et ton talent aussi. Arrête, tu rougis. Donc, quand tu mets en place un appartement, quand tu vends ton appartement, donc tu as fait toutes ces recherches, là, qu'est-ce qui vaut cet appartement? Ensuite, qu'est-ce que moi je veux? Tu mets en place une fourchette dans laquelle, dans le cas du salaire, c'est la fourchette de négociation. Donc, tu mets en place le prix seuil en dessous duquel tu perds de l'argent. Si je vends aujourd'hui mon appartement à 100 alors qu'il en vend à 50, concrètement, je perds de l'argent. Si je vends aujourd'hui mes compétences à 50 alors qu'elles en valent 70, je perds de l'argent. Donc, tu mets un prix seuil.
et tu mets le prix idéal pour lequel ça serait idéalement le prix de vente idéal de tes compétences, donc de la même manière que pour ton appartement, et le prix médian dans lequel c'est plutôt ce prix-là de vente qui peut être accepté par un acheteur. Est-ce qu'on exagère un peu le prix du haut ou pas forcément? Bon. Moi, je dis qu'on n'exagère pas en fait, parce que pour moi, la fréquence la plus importante, c'est celle de la vérité. Ok, je suis d'accord. Si tu es transparent avec quelqu'un et que tu dis, le prix du marché, c'est 10, et que tu lui dis, non, en fait, le prix du marché, c'est 20, le mec en face de toi, il fait ça toute la journée. Il prend pour une girouette. Il va te dire, et surtout, il va se dire, déjà, tu mets en place un rapport de mensonger, où là, déjà, tu as envie de l'enfilouter. Tu vois ce que je veux dire? Et de le phagocyter. Donc, si tu pars de là, c'est dommage. Agreed. Donc, on est transparent. Ça vaut 10, ça vaut 10. Si le mec de la boulangerie me dit ma baguette c'est 5 €, je me dis mais attends, il veut me filouter. Je l'achète pas sa baguette, même si je crève la dalle. Je vais acheter un pain au chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 8 € le pain au chocolat. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, maintenant j'ai mis en place ma fourchette de négociation. Je sais combien valent mes compétences. Et mon expertise et mon expérience. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Dans quelle tranche de vie je suis aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, INSAF, je suis dans une tranche de vie où j'ai envie de développer mon side business, par exemple. J'ai envie de développer mon side business, donc le plus important pour moi, c'est pas tant l'argent que je gagne, c'est le temps que j'arrive à avoir pour développer mon side business. Ça sonne vrai, ce que tu racontes. Et ça sonne vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est que au lieu d'aller me batailler pour obtenir 10 cas de plus qui vont être imposés à 70 à 33%, sur lequel j'aurai encore des impôts à payer et qu'à la fin, sur 10 cas, je touche 3 cas, j'exagère le truc. En fait, ces 3 cas-là, ils vont pas m'acheter le temps dont j'ai besoin. Donc, je me dis, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais discuter avec mon employeur et je vais dire, écoute, moi, en ce moment, je suis dans une période où je préfère avoir un 4/5e. Ce que je te propose, c'est que je ramasse mon temps de travail sur 4 jours plutôt que de le faire sur 5 jours, parce que j'ai besoin d'un jour dans la semaine pour pouvoir travailler sur mes projets personnels. Et par contre, on touche pas mon salaire. Tu ne verras pas la différence. Pour l'employeur, c'est $1 financier. Tu lui dis, tu ne verras pas la différence. Exactement. Je fais mon 5 jours en 4. Je te garantis que je suis capable de le faire. Et tu me laisses mon mercredi. Quoi. Voilà. Et par exemple, toi, tu gagnes 20% de salaire en plus. C'est ça. Parce que tu travailles 80% entre guillemets du temps, mais même si tu délivres 100%, mais tu es payé quand même 100%. Ton boss en face de toi, c'est $1 pour lui financièrement, puisque tout ce qu'il veut, c'est que le job soit fait. Un vrai boss, c'est pas un boss qui veut te micromanager et qui veut que tu badges et voir à quelle heure t'arrives, à quelle heure tu pars. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est que l'heure qu'il te paye, c'est une heure dans laquelle tu es productif. Et tu lui rapportes de l'argent. C'est ça qu'il veut. Donc que tu lui rapportes de l'argent sur 5 jours ou sur 4 jours, fine. Il est OK avec ça. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, par exemple, c'est plutôt, moi, je suis INSAF et aujourd'hui, je suis assistante de direction. Et ce que j'aimerais, moi, c'est vraiment être chief of staff de Mathieu Stéphanie. Vraiment d'être son bras droit. Mais pour être son bras droit, il y a la pratique, mais aussi, il faut que j'aille un peu étudier des petits trucs parce que tout ne vient pas de la pratique. Des fois, il faut un peu de théorie, un peu d'enseignement et d'instruction. Donc, au lieu d'aller voir Mathieu Stéphanie et lui dire « Mathieu, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est 20% d'augmentation parce que tu comprends, je fais ci, je fais ça. » Tu lui dis « Écoute, Mathieu, moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre en place un plan de carrière où, à terme, dans 2, 3 ans, 4 ans, je pourrais travailler main dans main de la main avec toi parce que mon objectif visé, c'est pourquoi pas être ton bras droit. » Ce que je te propose, c'est au lieu de m'augmenter, parce que je sais que je fais du bon travail et que toi, à un moment donné, la rétention, c'est l'argent, ce que je vais faire, c'est de te dire, est-ce que tu peux me payer une formation? Toi, Mathieu Stéphanie, tu as un budget de formation parce que toutes les entreprises en ont. Si tu l'utilises pas, il est perdu. C'est $1 pour toi de me payer, moi, INSAF, une formation. Tu vas me payer une formation, ça va me permettre d'augmenter mes connaissances, donc à terme, mon niveau de revenu. Je suis contente, t'es content, on a un deal. Et c'est pas forcément de l'argent. Mon point ici, c'est de dire, augmenter ton niveau de revenu, c'est pas forcément toujours augmenter ton salaire fixe. Ça peut être tout un tas d'autres choses qui vont avec toi ce que tu veux dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut être honnête avec soi-même et se regarder dans le blanc des yeux. Est-ce que je veux aujourd'hui gagner beaucoup d'argent et mettre sur la table le temps, l'énergie et l'engagement qu'il faut dans cette entreprise pour gagner autant d'argent? Ou est-ce que je suis fine avec ce que je fais aujourd'hui et je veux juste être payé à ma juste valeur, ni plus ni moins. Sachant que tu as évoqué des choses intéressantes, le side business, donc on va dire l'auto-entreprise que tu montes, j'ai pas mal d'auditeurs qui s'y mettent, qui me racontent ça par mail, sur les réseaux, etc. L'immobilier,
en fait, toutes ces choses-là prennent du temps. L'immobilier, je me rends compte, moi j'en fais pas mal, ça me prend là en cette rentrée beaucoup de temps. Et en fait, en revanche, c'est un levier incroyable. C'est-à-dire un levier de richesse financière assez incroyable. Donc finalement, être capable de te négocier une demi-journée par semaine même, ou une journée, pour ce genre de choses, tu as potentiellement le meilleur des mondes, qui est un emploi stable, salarié, qui te permet de faire des emprunts, etc., avec en face une forme de liberté qui te permet de vivre tes aventures et peut-être petit à petit de partir vers autre chose si c'est ce que tu veux, quoi. Donc c'est très intéressant. Ouais. Oui, et puis ça touche aussi le vrai sujet de l'être humain. Est-ce qu'on est prêt à mettre en face de nos objectifs, de nos rêves, les efforts nécessaires pour ça? Moi, j'ai envie d'avoir les six-packs. Je veux avoir un ventre plat avec les abdos taillés, dessinés, etc. Mais ça me fait chier de faire des abdos et je veux pas faire du sport. Bah mec, je suis désolée, mais si t'es pas prêt de mettre en face les efforts pour obtenir tes résultats, bah non, en fait, ce sera pas possible. C'est pas avec Sport Elec que tu vas avoir ça, quoi. C'est ça. Tu auras peut-être un petit truc, mais ce sera pas ton rêve. Donc l'idée aussi, c'est de dire aux gens, pour augmenter son niveau de vie, pour augmenter ses revenus, etc. Et c'est la même chose pour le salaire. Si tu veux être toujours au taquet sur ton salaire et toujours être payé à ta juste valeur, il y a un moment donné, il faut te former. Et il y a un moment donné, après être formé, il faut mettre en face les efforts nécessaires pour obtenir ce que tu veux. Super intéressant. Donc tout ça, hein, dans les deux cas, ça nécessite un peu de travail et puis de poser les choses par écrit. Moi, je le dis vraiment sur beaucoup de choses. Dans mes négos, les objectifs communs partagés, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, tu dois écrire ce que je vaux, ce que je veux. Tu dois vraiment avoir tout ça. Visuellement, c'est très important. S'il arrive en plus d'avoir sur une seule feuille ou un seul fichier, c'est bien de l'avoir sur des feuilles aussi. Moi, je suis pas très fort là-dessus, mais c'est vrai que ça permet de voir autrement. Je pense que c'est très important. On a fait le tour de ce que je veux. T'avais d'autres choses à voir ou pas? Parce que non, c'était ça. Être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux partir d'une boîte à dimension internationale pour un truc, une petite boîte un peu plus à taille humaine? Est-ce que je veux gagner plus d'argent parce que c'est ça mon drive et mon moteur? Ou est-ce que avoir du temps pour ma famille ou pour mon side business ou faire du cheval, on s'en fiche? Enfin voilà, être honnête avec soi-même et être conscient qu'il faut mettre en place, à côté de ça, les efforts nécessaires pour obtenir les résultats. Voilà, et ça, ce qui est important, quand tu viens de dire je vais faire du cheval ou du jardinage, mais en fait, dans ce que je veux, on parle pas forcément d'argent, en effet, et de side business, si on est sur la martingale, mais il y a plein de gens qui veulent potentiellement moins travailler pour passer plus de temps avec leurs enfants, avec leurs conjoints, pour aller plus loin dans leur passion, faire du trail, tout ce qu'ils veulent, et c'est très bien. Ça s'explique et ça se prépare, mais donc je pense que c'est très important dans cette approche de négo. Ensuite, en fait, sur l'optimisation de ses revenus et la négo, on passe au home staging, en fait. C'est un peu ça, non? Ouais, c'est comment le demander pour l'obtenir, en fait. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si moi, j'arrive, INSAF, je suis ton employé, j'arrive, je te dis, ouais, mais tu comprends, je viens d'avoir un deuxième enfant. Si j'arrive, je te dis, Mathieu, bah, écoute, je viens d'avoir un deuxième enfant. 4, c'est pas 3. Donc maintenant, il faut que tu me payes plus. Il faut que je change de voiture, il va falloir que je me rachète un nouvel appart. J'ai envie de rester à Paris, il faut que j'achète un appart. Puis en plus, honnêtement, je trouve que je bosse beaucoup, j'en ai marre, je vois les autres, machin, etc. Donc j'ai besoin de 10% d'augmentation. Ouais, ou le petit dernier, il doit faire ses études à l'étranger, ou tu vas me regarder, tu vas me dire, Insa, franchement, je t'adore. Humainement, je te kiffe. Mais ça, c'est pas mon problème, en fait, en tant que chef d'entreprise. Donc là, tu parles pas le langage de l'employeur. Tu parles pas le langage de l'entreprise. L'idée, c'est comment tu apprends le langage de l'entreprise et de l'employeur, comme une langue étrangère. Là, je te parle chinois, en fait. Tu me dis, mais ok, pourquoi elle me dit ça? Je comprends pas. Alors que si j'arrive et que je te dis, comme je te disais tout à l'heure, Mathieu, je fais A, B, C, ça c'est le deal de départ sur mon contrat de travail. En revanche, il apparaît que je fais D, E, F, G, H. Je suis pas payée pour D, E, F, G, H. J'ai envie de rééquilibrer les choses parce que c'est important pour moi d'être payée pour ce que je fais, parce que par ailleurs, ça t'apporte de la valeur et de l'argent. Tu me dis, ok, Insaf, on se pose. Ok, sur le marché du travail, D, E, F, G, H, ça vaut tant. Donc concrètement, je pense que ça fait 20% d'augmentation. Ok, Insa, 20% d'augmentation, c'est pas possible pour moi actuellement. Comment on trouve une solution? Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de me donner un jour off. Donc je travaille 4 jours et je suis payé 5 jours. Et en plus, et tu me donnes 8% d'augmentation. Ok, Insaf, formidable. Merci Mathieu. On s'est pas pris la tête, on s'est pas embrouillé. Je suis pas partie du postulat que t'étais quelqu'un de méchant et de mauvais qui voulait m'utiliser. Toi, tu t'es pas dit, mais attends, c'est une méchante, une mauvaise qui veut me soutirer de l'argent. Non, on a parlé le même langage. En préparation de ça, peut-être dans une sorte de run quotidien,
comme dans toute négo, moi j'aime bien commencer les négos par l'écoute. C'est d'être capable pour ton employeur, ton boss, sans forcément aller dans un entretien d'embauche justement, mais les jours, les semaines, les mois d'avant, de lui poser des questions, d'écouter ses problématiques, de voir où il a des besoins et d'essayer de les régler pour lui toi-même aussi. Parce que là, quand tu arrives à faire ça, tu te mets vraiment dans une position de force préalable assez importante, non ? C'est le sujet de la contribution. À quel point ma contribution, moi, INSAF, en tant qu'employé de Mathieu, apporte de la plus-value pour le business de Mathieu, qui est chef d'entreprise. C'est ça le point. Et donc, moi, j'ai aussi une méthode pour le faire que vous pouvez trouver partout si vous tapez INSAF et la CINIM à juste valeur. C'est le ratio contribution-rétribution. C'est quoi ma contribution ? C'est A, B, C, D, E, mais en plus de ça, je permets à Mathieu de l'alléger sur tel et tel sujet. Aujourd'hui, je suis indispensable pour Mathieu. Je viens ouvrir la boulangerie plus tôt. Voilà, exactement. Je sais qu'il avait besoin du matin pour accompagner ses enfants à l'école, ou je sais pas. Enfin, voilà. C'est mon service. Si on fait un parallèle, mon service, c'est du super luxe pour Mathieu. C'est pas du fast fashion. C'est du luxe. Donc ça, c'est ma contribution. Je mets à côté, sur la feuille d'à côté, la colonne d'à côté droite, quelle est ma rétribution ? Est-ce que je suis rétribuée pour du service de luxe, ou est-ce que je suis rétribuée, et je vais préciser ça, ou est-ce que je suis rétribuée pour de la fast fashion ? C'est quoi ? Tu mets en place ça, tu mets ton ratio. Si c'est équilibré, fine. Si c'est déséquilibré, en tas de défaveur, tu essaies de le rééquilibrer. Mais la question aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui anticipent les besoins de leur employeur et qui partent du postulat qu'ils adoreraient qu'ils fassent X, Y et Z. Mais ce X, Y et Z n'est pas valorisé par leur employeur. Ils arrivent et disent « Ouais, mais tu vois, moi j'ai ouvert la boîte et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, mais ça m'apporte pas plus. » Donc avant de te lancer dans un truc et attendre de ton employeur qui te paye plus, pose-lui les questions. C'est primordial. J'allais t'interrompre et te dire quelque chose. Parce que la manière dont tu le vois de l'autre côté, et ça, je l'ai vu à maintes reprises autour de moi, et pas que dans des employés chez nous, mais aussi ailleurs ou chez des potes, etc. C'est que tu te dis, mais en fait, il ou elle agite les bras, quoi. En fait, elle bosse comme une malade, mais elle fait des trucs dont j'ai pas besoin, que je veux pas. Et derrière, qu'elle vient me voir, elle me dise, mais tu te rends pas compte, en fait, tout ce que je fais. Si je vois, mais en fait, tout ça, je te l'ai pas demandé. Oui, mais c'est pour ton bien. Oui, mais c'est pas notre besoin, tu vois, dans la boîte. Et c'est vrai que ça, c'est très, très, très courant. Et donc, faut vraiment faire attention, je le redis, à l'écoute. Faut pas anticiper les besoins. Faut les comprendre. Si t'es capable d'anticiper bien, bon, très bien. Mais voilà, c'est primordial là-dessus parce que, encore une fois, là, tu vas décorréler encore plus ta valeur ou toi, tu vas estimer que tu vaux très cher, alors qu'en face, en fait, notamment de temps en temps, même une partie des choses qu'on te demande de faire sont pas faites ou mal faites parce que t'agites les bras, en fait, quoi. En fait, ce qu'il faut se dire, et je vais donner une image qui est très parlante, il faut pas anticiper les besoins de votre employeur par rapport à vos projections à vous. Par exemple, Mathieu, tu as une voiture, tu as besoin d'un lavage en 10 minutes. Tu veux boire un café, terminer ton café, avoir ta voiture lavée en 10 minutes. Tu arrives dans une station-service et te disent « Mathieu, Stéphanie, installez-vous, vous pouvez faire une sieste, on vous apporte une coupe de champagne. Dans 3 heures, on aura fait vos jantes à la brosse à dents. » Tu vas leur dire « Merci, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, je veux boire mon café, l'avaler et avoir ma voiture qui est clean. » Bah, tu vas pas être d'accord pour payer 3 000 € le lavage de ta voiture. Donc, si en face de toi, pareil, tu vas payer un service 3 000 € pour avoir ta voiture clean dans les règles de l'art. Et tu te rends compte que c'est fait en 10 minutes, voilà, t'as même pas le temps d'avaler ton café, ça limite un peu dégueulasse. Tu dis, bah non, en fait, c'est pas ce que j'ai demandé. Donc, avant d'anticiper les besoins de votre employeur et d'en faire beaucoup trop overdoing, on dit en anglais, de surfaire en espérant que ça va prouver votre valeur, non. Faites ce pourquoi vous êtes payé, faites-le bien, et au moment où vous souhaitez augmenter votre rémunération, voyez avec votre employeur quel est son besoin, répondez à ce besoin, faites-le bien, et là, vous aurez toujours des revenus exponentiels. À part si vous êtes dans une relation toxique avec votre employeur, mais ça, c'est un autre sujet. Ok, pour parler argent très concrètement là-dessus, et après on va essayer de venir sur les indépendants, il nous reste plus beaucoup de temps. Moi, je crois que c'est pas fréquent, mais j'aime assez sur la négo être straight to the point. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un, et souvent je le dis, que ce soit pour acheter une entreprise, vendre, et puis, mais ça m'arrive souvent, là je rentre dans un fonds de VC qui s'appelle ovni.vc, on fait un deal, il me propose un truc, je dis oui en fait, tu vois. Mais je mets ça en avant
Je leur dis, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Mais sur les employés, c'est ça. Dis, fais-moi une offre raisonnable que je négocie pas. Fais-moi un truc où tu vaux ce machin, mais je veux pas rentrer tu parlais de filouterie, dans le marchandage de tapis, dans les choses en fait et donc de temps en temps ça surprend un peu. Alors, par moment, quand ça les surprend en face, je me dis mince, j'aurais peut-être dû quand même demander 5% de moins, mais en fait, je m'en fous. Il y a un moment, tu te dis, c'est quoi, ok, vas-y, moi je vais te payer ce que tu veux, mais en revanche, charge à toi de prouver derrière que tu fais vraiment ce que j'attends de toi en fait. Et c'est commun ça, ou finalement, faut quand même, il y a toujours une zone de négo. Je sais pas ce que ça, c'est vrai pour les indépendants. Ouais. Parce qu'en fait, la chance que les indépendants et les indépendantes ont, c'est que le cadre a sauté. Tu vois, dans le salariat, tu as un cadre. Tu attends que quelqu'un te dise combien tu vaux. T'as pas, en fait, c'est ça qui est dommage dans le salariat. Tu as une enveloppe. Hein. C'est ce que tu appelles le cadre, mais c'est-à-dire que ton boss, il a 8 personnes, il a une augmentation de 40 000 € à distribuer par an, et toi, quelque part, tu es un peu quand même contre les autres hein, de ton équipe. Parce que si tu prends sur les 40 000, si tu en prends 15 ou 20, les autres, ils auront à se partager les 7 autres, les 20 restants. Quoi. Pas toujours, parce qu'en fonction de ce que tu veux, toi, tu peux distribuer ton lot. C'est ce que je fais, moi, quand je fais mes formations pour les entreprises, pour leur apprendre à comment mieux reconnaître le travail de leurs employés et tous les rémunérer à leur juste valeur. Je leur dis, Valérie, Pascal, Aminata, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils sont pas tous dans la même tranche de vie. Aminata, elle préférera peut-être avoir de l'argent. Pascal, une formation. Valérie, elle préférera peut-être avoir du temps en plus. Donc toi, au lieu de distribuer tout cet argent-là, tu peux distribuer du temps, tu peux distribuer des formations, tu peux distribuer un berceau en crèche. Un berceau en crèche, c'est 1000 balles en moins sur tes revenus. Donc c'est comme si tu avais une augmentation de 1000 € net, sans imposition. Donc franchement, c'est pas négligeable quand tu as une jeune maman ou un jeune papa. Donc voilà, c'est regarder les tranches de vie des autres et répondre à leurs besoins par rapport à leur tranche de vie, tout en leur offrant des solutions pour augmenter leur niveau de rémunération. C'est ça la vraie augmente. C'est pas juste distribuer de la thune. Ça, c'était un aparté. Maintenant, j'ai perdu ta question. Ma question était sur les enveloppes et le fait que tu es en égo avec les autres. Est-ce que je parlais d'autre chose avant ? Enfin, tu es un peu contre les autres de ton équipe. Après, si tout le monde veut de l'argent, oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais en même temps, je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas plus augmenter Aminata et demain, t'augmenteras plus Michel. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, en fait, Aminata, elle a juste été plus performante. Donc, à un moment donné, tu augmentes la personne la plus performante. Mais ça aussi, c'est le job de l'employeur. Parce qu'en général, l'employeur, il augmente celui qui gueule le plus. Oui. Moi, j'arrive, je suis jamais content, et tu m'augmentes, à chaque fois j'arrive, machin. Moi, c'est non. C'est sûr. Ouais, mais parce que toi, t'es le chef d'une PME, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais dans les grands groupes, en gros, le manager, lui, c'est un pompier, il éteint les feux. Donc, il se dit, oh là 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 là, moi déjà, j'ai pas beaucoup d'enveloppe, j'ai pas beaucoup d'argent. Pour garder mon équipe comme elle est, il faut que je distribue des augmentes. Il faut pas que je perde quelqu'un. Moi, je dis virer celui qui râle le plus. Vous allez tellement mieux vivre, en fait. Non, mais c'est vrai, je suis plutôt d'accord. Celui qui fout une sale ambiance, faut le virer. Et payer ceux qui apportent une véritable plus-value à l'équipe. Ok. Allez, toute dernière question. Comment je gère quand j'ai pas du tout eu l'augmente que je voulais et que voilà, je m'en vais? C'est la seule solution? Non. La première question, c'est pourquoi tu l'as pas eu? Si je l'ai pas eu parce que je l'ai mal demandé, si je l'ai pas eu parce que mon employeur ne veut pas me la donner, c'est deux choses différentes. Et est-ce que mon employeur ne veut pas me la donner parce que je la mérite pas? Concrètement, en étant face à face honnête avec moi-même, je ne mérite pas une augmentation même si j'en voudrais une. Ou est-ce qu'il me l'a pas donnée parce qu'il veut juste gratter sur moi? C'est deux choses qui sont différentes. Donc pour en revenir, j'ai pas une augmentation, qu'est-ce que je fais? Déjà, pourquoi je l'ai pas eu? Je l'ai pas eu parce que j'ai pas suffisamment prouvé que je l'ai pas eu parce que je suis payée pour faire A, B, C, D. Et depuis 5 ans, je fais A, B, C, D, pas un iota de plus. Tu demandes 10% d'augmentation, à un moment donné, mec, tu fais pas un iota de plus. Je veux bien t'augmenter du niveau de l'inflation, parce que voilà, il y a un moment donné, il faut rééquilibrer, mettre à niveau ton salaire au niveau de vie, mais je peux pas faire plus en fait, je vais pas te donner 20% de plus. Tu ne me rapportes pas plus. Donc pourquoi je te donnerais plus? Ta contribution n'est pas supérieure et ne me rapporte pas plus d'argent. Donc ça, faut être honnête avec soi-même. Maintenant, tu as l'autre cas où ta contribution rapporte énormément d'argent à la boîte. Ta plus-value permet à ton employeur de faire de l'argent.
Mais cet argent-là, il ne veut pas le redistribuer équitablement par rapport à ta contribution. Là, tu discutes avec lui, tu essayes de lui faire comprendre. S'il ne veut pas comprendre dans le process de renégo et il veut pas, c'est qu'en fait, il veut t'employer gratuitement d'une certaine manière. Donc là, oui, tu pars. Ok. Non, c'est sûr que tu vois des gens aussi, c'est délicat de dire j'ai pas eu mon augmente, mais je vais quand même tout donner pour la prochaine, dans 6 mois ou dans 1 an. Et j'ai vu des gens faire ça et c'est vrai que c'est bien parce qu'ils avaient réalisé peut-être qu'ils la valaient pas et puis qu'il y avait eu une discussion franche. Mais souvent, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tu donnes pas une augmente puis tu as quelqu'un en face qui se remet dans je faisais ABCD et ben je vais faire que ABC, tu vois. Si moi, INSAF, je te demande une augmente, Mathieu, et que tu me dis INSAF, je peux pas te la donner, ton augmente, parce que ça fait 5 ans que tu es dans la boîte et ça fait 5 ans que tu ne bouges pas d'un iota. Tu fais A, B, C et tu n'essaies même pas d'aller voir ailleurs ce qu'il y a. Ok. Par contre, INSAF, moi, Mathieu, je te dis que si l'année prochaine, tu élargis le champ des possibles, tu fais d'autres choses, etc., je te promets que je te donne une augmente. L'année prochaine, tu arrives, tu redemandes ton augmente. Si, toi, Mathieu, tu me la donnes, tu as tenu parole. Et là, on est dans une relation où on se fait grandir tous les deux, en fait. Et si tu l'as pas fait, c'est dans une relation où tu as essayé de me filouter. Et là, oui, je pars parce que je ne veux pas travailler avec des gens qui ne me respectent pas. C'est ça le vrai sujet, en fait. De la même manière, si depuis 5 ans, je fais A, B, C, D, E, F, alors que je suis payé A et B, et que j'arrive, je te dis, Mathieu, ça fait 5 ans que je fais C, D, E, F en plus de A, B. Il y a un moment donné, il faut rééquilibrer ma REM parce que c'est pas juste. Je ne suis pas payée à la juste valeur de la contribution que je t'apporte. Et que tu me dis non, faut prendre, faut mettre en place des choses faut assumer les conséquences de ça. Et dire, écoute Mathieu, je comprends, maintenant je dois partir pour être payé justement. Alors l'indépendant, l'architecte, l'avocat, peu importe, c'est la même situation plus ou moins? Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. Comment on impacte sa rémunération? Déjà, quelle est la valeur de ton travail? Est-ce que tu fais le lavage de voiture en 10 minutes ou est-ce que tu fais le lavage de voiture luxe avec la brosse à dents? Déjà, ça, c'est la première chose. Parce que les deux ne vont pas être tarifés de la même manière. Ça, c'est la première chose déjà. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, quelle est ta cible? Est-ce que, je vais donner des noms, tu veux faire du Shine ou est-ce que tu veux faire du Chanel? Ça, c'est déjà la première chose que tu veux te dire. Quelle est la base? En fonction de ça, quels sont tes clients? Est-ce que tes clients, c'est le tout venant et tu leur vends des trucs donc à 1 euro, donc ton objectif, c'est faire du volume? Ou est-ce que ton objectif, c'est d'avoir quelques clients high ticket qui vont te payer beaucoup? Donc déjà, quand tu es indépendant, ça, c'est un truc qu'il faut poser à la base dès le départ avant de mettre en place ta politique tarifaire. Parce que si tu arrives, tu dis, moi, je suis INSAF, je suis coach, et aujourd'hui, je sais pas combien faire payer ma consultation. En fait, comme j'ai pas confiance en moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la consulte à 50 euros. C'est comme ça, je suis sûre d'avoir des clients. Non, en fait, t'auras pas de clients. Déjà, 1, et 2, tu auras les clients. Les clients que tu auras, ça sera les plus chiants et ceux qui ne voudront pas te payer. Des prédateurs qui sont là parce qu'ils sont conscients de ta vulnérabilité et qui veulent en profiter. Donc attention, quand vous êtes indépendant et que vous mettez, surtout les nouveaux ou ceux qui veulent revoir leur politique tarifaire, quand vous mettez en place votre politique tarifaire, elle ne se fait pas au niveau de votre confiance en soi. On décorrèle la valeur de ton travail de ta valeur intrinsèque personnelle. C'est 2 choses qui sont différentes. Okay. Et on voit sa cible et on met en place des tarifs en fonction du service qui est rendu. Tout simplement. Et quand tu veux augmenter, c'est très simple. À un moment donné, t'as une clientèle qui est là, tu délivres un travail qui est certain, où la qualité n'est plus à démontrer. Et dans ce cas-là, tu leur dis, sur ces 50 collaborations tous les deux, mon tarif était de 100 euros. Maintenant, je vais augmenter mes tarifs pour plusieurs raisons, notamment parce que la valeur de mon travail et de mes compétences j'ai gagné en compétences sur ces 5 ans. Donc, au lieu de te faire ton NDA en 1 heure, je te le fais en 10 minutes. Donc, ça aussi, ça se paye. C'est ça. Et après, il y a ce que tu règles en face. Alors, il y a une notion très importante quand même. Je crois qu'il y a un gros débat là-dessus pour beaucoup, mais moi, c'est le temps que tu as de dispo. Quand tu commences, moi, je suis passé par là, j'ai vendu ma première boîte, puis j'avais besoin de bosser quand même, et j'avais pas de chômage, tu vois, t'as pas envie de dépenser l'argent. Et en fait, à ce moment-là, moi, si tu me payais
700 € par jour. Je crois que j'ai vendu des prestats. Tu vois, on me prenait 10 jours pour 5 000 €. J'étais content, en fait, parce que sur 2 mois, je balançais mes 10 jours. De toute façon, j'avais, tu vois, tu avais 20 jours par mois à peu près de travail. Tu te garantis 5 000 €, ou sur 2 ou sur 3 mois. Bon, finalement, c'est pas si mal. Alors, c'est bien chargé, c'est bien tout ce que tu veux. Mais après, il y a des gens qui disent non, jamais, faut jamais négocier, jamais tout ça. Moi, enfin, tu vois, à un moment, je suis toujours rentré dans un truc où je me dis, j'ai du temps, c'est quelqu'un que j'aime bien, le projet me plaît, etc. Et puis, quelque part, ils te mettent aussi la machine en route, tu vois. Aujourd'hui, enfin, tu vois, à l'heure à 1 500 €, je réfléchis, tu vois, parce que en fait, j'ai pas d'heure, pas de temps. j'ai pas d'heure dispo, donc c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'elle me coûte. C'est du temps avec mes enfants, c'est du temps sur mon sommeil, c'est du temps sur mon sport, mais en fait, le reste est pris, tu vois. Donc, il y a un trade-off à faire, une négo à faire là-dessus. C'est hyper intéressant parce qu'il y a là, tu mets le point sur quelque chose de très important que les gens ne réalisent pas, qui conceptualisent pas. Tu as ce qu'on appelle le provider money. Combien d'argent tu as besoin dans ton besoin de fonds de roulement pour vivre la vie que tu vis. Et tu as le magic money. C'est l'argent que tu as qui te permet de faire, de te payer un coach pour perdre du poids, de payer la meilleure école pour tes enfants, de te payer du temps pour pouvoir faire ton trail, ton sport, etc. Et donc, en fait, quand tu débutes, ce dont tu as besoin, c'est du provider money. Tu as besoin de bouffer, pour parler clairement. Tu as besoin de 4-5 000 € de chiffre d'affaires par mois pour pouvoir te payer 2000, 2005. Voilà. Donc, tu as besoin de manger, tu as besoin de payer ton loyer, tu as besoin... et boire 2-3 bières avec tes potes de temps en temps. C'est ça. Et une fois que tu as sécurisé ce provider money, cet argent de ton BFR personnel, là, tu peux taper dans le magic money et donc tu peux dire, moi, ça, je prends pas et augmenter tes tarifs. Enfin, on se comprend, tu vois. Quand j'ai augmenté tes tarifs, c'est toujours de la politique tarifaire, c'est en fonction de ta cible, on est d'accord. Mais quand même augmenter tes tarifs et aller et être fine bouche dans les projets que tu prends, les projets que tu prends pas. Ça, c'est une leçon d'entrepreneur. Quand tu commences, moi, j'ai commencé mes consultations de coaching, alors qu'elles valent beaucoup d'argent, je les faisais gratuitement. Mais parce que j'avais besoin de me faire la main, j'avais besoin de prouver que ça fonctionnait, que ma méthode était une méthode rodée, de développer mon expertise, de l'affiner, etc. Donc, je faisais des trucs gratuitement ou des trucs à 50 €. Maintenant, mon heure de coaching, elle est à 250 €. Et c'est peu cher payé par rapport à l'argent que je te fais gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Il faut commencer quelque part. Il faut être aussi un petit peu, je pense, quand tu es indépendant et que tu lances ta boîte, faut être humble, en fait. Personne va venir te prier pour que tu travailles pour eux. Donc, il faut que tu fasses tes preuves. Une fois que tu as fait tes preuves, là, tu peux faire la fine bouche ou en tout cas, assumer ta juste valeur si elle est très valorisante et valorisée. Et pour les entrepreneurs, les associés, ce sont des cas que tu as travaillé un petit peu. Je te disais juste en préalable, nous on a une tendance à, finalement avec mes associés, j'en ai déjà parlé ici, mais à se payer vraiment très mal et à tout réinvestir. Alors en effet, tu crées de la valeur pour plus tard, mais le plus tard, ça fait 20 ans que c'est plus tard. Et qui est-ce que tu accompagnes? Qu'est-ce que tu préconises? Comment tu fonctionnes là-dessus? La plupart du temps, quand je les accompagne, je leur dis, OK, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la première chose. Dans quelle tranche de vie tu es? Qu'est-ce que tu veux exactement? Et quel est ton objectif à court terme, à moyen terme et à long terme? Ça, c'est la première chose. On pose les bases. On n'est pas sur one size fits all. Il n'y a pas une méthode ou une solution qui est valable pour tous. Ça, c'est la première chose. Après, on va taper dans le provider money. Tu as besoin de combien pour vivre décemment selon ton système de valeur à toi? Tu as besoin de 10 000 € par mois, 5 000 € par mois, 2 000 € par mois, 200 000 € par mois? Combien dont tu as besoin? On pose ça de manière très honnête et transparente. Est-ce que ta boîte, aujourd'hui, tes activités, ce que tu te rémunères, te permet de caler le provider money et de payer ton style de vie actuel? Oui, formidable. Maintenant, le reste, on l'investit et on construit ton patrimoine. Et là, tu réinvestis dans tes boîtes, tu réinvestis en bourse, en crypto si tu veux. Tu fais ce que toi, tu fais concrètement, tu réinvestis tout en te disant, ça fait 20 ans que je réinvestis, mais dans 20 ans, je pense que tu seras très content d'avoir construit ce patrimoine-là que tu vas laisser à toi-même et tes enfants. Maintenant, si le provider money n'est pas suffisant, oui, là, on trouve des moyens pour mieux se payer. Et comment on trouve des moyens pour mieux se payer quand on ne peut pas se sortir de l'argent? Quand on est entrepreneur, on fait passer des choses en charge. Ça, c'est la leçon de père riche, père pauvre. Oui, bien sûr. J'ai rien inventé. Père riche, père pauvre. Ouais. Après, ça, souvent, tu vois, des tas de gens qui travaillent autour de moi,
font une journée en remote par mois, par semaine ou plus. Voilà, ils bossent chez eux. Tu leur dis, mais en fait, paye-toi un loyer. Enfin, exactement. C'est legit, tu vois. Ils me disent, mais tu peux pas faire ça. Je dis, si tu bosses chez toi. Ton bureau, tu te fais un petit bureau, tu fais un truc, tu te payes un loyer. Si tu bosses dans un coworking, tu payes un loyer. Pourquoi tu te payerais pas un loyer à toi-même? Bon, voilà. L'importance d'avoir un bon comptable et d'être éduqué encore une fois. Tu veux être entrepreneur, mets les efforts pour t'instruire et d'éduquer en face pour être un bon entrepreneur. L'importance du coaching là-dessus vraiment est là parce que quand tu es entrepreneur ou salarié, on l'a vu, mais il y a d'autres choses qui rentrent en considération. Qu'est-ce que je veux? Et il y a notamment des tas d'entrepreneurs aussi ou d'indépendants, comme on a parlé de salariés qui bossent trop, qui voudraient avoir leur mercredi après-midi, qui voudraient avoir et qu'en fait c'est pas nécessairement l'argent en plus qu'ils voudraient, c'est autre chose. Et ça c'est très important. Et je pense que souvent on a du mal à l'identifier, à l'écrire solo, quoi. Je parlais d'écrire tout à l'heure, mais le coaching est très, très, très important. Il faut combien d'heures de coaching, vaguement, on va dire, avec toi pour avancer, que tu sois indépendant, salarié, entrepreneur? Alors, tout dépend aussi de ce que tu es prêt, quel niveau de luxe tu veux apporter à ton accompagnement. Si tu veux juste avoir une instruction rapide, tu as mon guide de rémunération pour les indépendants et pour les salariés à 47 €. Si tu veux une formation un peu plus approfondie, tu l'as à 250 € avec le guide, des vidéos, des audios, des manuels de coaching, etc. Et si tu veux un accompagnement one-to-one qui est vraiment tailor-made, du sur-mesure, c'est 250 € la séance. Maintenant, combien de temps il faut? J'ai envie de te dire, ça dépend de qui tu es. Mais quel est le minimum que tu as fait et le maximum? Le minimum, franchement, je vais pas en dessous de 2 heures de coaching. Okay. 3 heures de coaching, en sachant qu'une séance, c'est 1h30. Okay. Parce que sinon, ça sert à rien. La personne qui arrive... Donc c'est 750 ou 500? Non, du coup, c'est 500 €. Ok. Après, il y a des personnes qui vont avoir besoin de 3 heures, de 3 séances. Donc de 4h30, 6h, etc. Ça dépend, mais c'est rare en général. C'est ce genre de personnes-là... Entre 500 et 1500, on va dire. Ouais, gros max. Et puis surtout, quand je me rends compte, parce que je suis honnête aussi intellectuellement et humainement et dans le business, qu'une personne, on part de loin et on va devoir travailler, on s'accorde sur un forfait dès le départ. Okay. Mais en général, en 3 heures, 2 séances d'1h30, c'est plié, tu l'as ta négo. Je t'ai entraîné, on a mis en place la stratégie, on a défini ce que tu veux, ce que tu vaux, et je t'entraîne à le demander pour l'obtenir et tu l'obtiens. Et si tu viens de la part de la martingale, c'est moi qui fais la négo, qu'est-ce que t'as? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Je sais pas, t'as des codes promo déjà sur tes... pourquoi pas, on pourra faire un code promo. Martingale fois ma juste valeur. Voilà. Big Money ou Magic Money. Je te précise, et je le dis à tout le monde, je ne prendrai rien sur ces codes promo. C'est pas mon trip. C'est plus, qu'est-ce que tu fais si on vient de ma part? Est-ce que tu fais 20%? Non, peut-être pas 20%, mais 10% avec grand plaisir. Ok, 10%. Et sur tes coachings perso aussi? Surtout. Oh là 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 là. Allez, c'est cadeau de rentrée. Vous êtes content d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. C'est valable 1 an. Ouais, si tu veux, avec plaisir. Après, vous verrez, vous arrangerez avec INSAF. Voilà, alors on te suit, toi, par exemple, sur LinkedIn. Oui, on me suit INSAF El Hassini. El Hassini espacé, parce que c'est un mot à particule. Et puis, voilà, donc INSAF avec 2 F, El Hassini avec un H2SINI. Je mettrai évidemment tous les liens dont on a parlé. Enfin, j'ai dit ce sera Anouk, Laura et toute l'équipe de la Martingale. Qu'on salue, qui sont extraordinaires. J'ai beaucoup de chance, qui vont m'aider à faire ça. Dans le descriptif de l'épisode, on a une newsletter, la Martingale, qui est vraiment très cool, dans laquelle on pousse un certain nombre d'épisodes et de contenus. Donc voilà, allez sur le site de la Martingale, abonnez-vous et puis vous recevrez les épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent un épisode comme ça qui s'abonnent pas, ou des gens qui viennent, qui repartent. Mais si vous vous abonnez, ça m'aide moi, parce que je gagne des abonnés sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, etc. Ça me rend plus visible sur ces plateformes et ça me permet d'avoir des sponsors, des invités aussi toujours plus prestigieux comme INSAF aujourd'hui. Et on s'est envoyé beaucoup de fleurs, toi et moi, aujourd'hui. Ouais, et voilà. Non, mais j'ai vraiment adoré cet épisode et je trouve que c'est très pertinent. Et moi, à t'écouter,
écouter, je pense qu'il faut vraiment y aller et bosser avec toi. Et puis voilà, de regarder tous les autres acteurs. Je parlais de la moisson tout à l'heure, mais voilà, vous verrez ceux qui vous adoptent, qui vous paraissent le plus en adéquation avec vous. Dans le coaching, c'est très important. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, ou qu'on sent pas. Faut vraiment partir avec quelqu'un qu'on sent bien. Voilà. Quelle est ta martingale à toi, INSAF ? Ah là là, quelle est ma martingale à moi ? Je vais faire une réponse qui n'est pas du tout conventionnelle, mais c'est le temps et l'amour que je passe avec mes enfants et mon mari. Ok. C'est vraiment, et c'est mon meilleur investissement. Ouais. Vraiment. J'aime beaucoup. C'est pas du tout conventionnel, hein, je sais. Non, mais c'est. Pour moi, c'est. Mais c'est lié au reste, c'est-à-dire que tu vois, c'est lié à ce qu'on a dit aujourd'hui, et pour pouvoir te le permettre, t'as mis en place tout un système de travail personnel bien payé avec un. T'as un 4/5e toi du coup ou pas? Non, pas du tout. T'as pas besoin, mais voilà. Pas t'as tes side business, tu accompagnes les gens, tu as réussi à passer du temps, t'as un bon deal avec ton employeur. En fait, ça passe par là d'être serein et. Exactement. Et voilà, très bien. Et j'ai aussi, au niveau des investissements, je fais attention, je fais des investissements immobiliers, etc. Donc il y a vraiment un travail. Je mets en place les efforts nécessaires pour me construire le patrimoine que j'espère et dont je rêve. C'est pas comme ça. Merci INSAF. Tiens, je vais aussi faire un petit clin d'œil à toutes les femmes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous n'êtes pas assez à écouter la martingale. On est pas loin des 40%, mais un peu en dessous. Donc ça me chagrine. Je fais pas du tout, en plus, alors, regardez bien les invités, mais on n'est pas à 50%, mais on n'est pas loin de femmes invitées. Et je milite pour que les femmes s'intéressent plus à l'argent. Je crois que culturellement, c'est pas le cas. L'argent, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est pas l'argent pour soi, l'argent en soi, pardon, uniquement, c'est pas juste du bling et des Rolex en or, mais c'est pouvoir, comme INSAF, aller chercher sa martingale à soi, du temps avec ses proches, ou une Rolex en or, moi je m'en fous, c'est ce que vous cool voulez. aussi. Et c'est cool aussi, mais voilà. Donc partagez ça avec, allez, 2 copines cet épisode pour qu'elles partagent, qu'elles puissent aussi augmenter leur salaire. Si vous le faites toutes avec 2 copines aujourd'hui, on va arriver à passer les 50% de femmes. Et alors là, je serai refait. Merci à vous toutes. Puis si vous êtes des mecs, partagez cet épisode à 2 copines aussi. Vous allez m'aider dans cette démarche. Allez, salut, bisous, ciao. Merci INSAF.